Good morning, good afternoon, and good evening, dear. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, chers participants. C'est un plaisir de vous accueillir à cette session sur les initiatives innovantes, partie 1 sur 2. La présidente de séance est Diane Darras, qui est administratrice de l'Association internationale de l'eau et présidente sortante. Madame Darras, à vous la parole. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si nous faisons toujours face à certains défis, mais je suis sûr que la session d'aujourd'hui sera excellente. Nous allons parler d'innovation aujourd'hui. L'aspect intéressant de notre conversation d'aujourd'hui est que l'innovation est un mélange de technologies, de ressources humaines, de comment on la présente et de comment les utilisateurs finaux acceptent ces innovations. L'innovation est donc un phénomène complexe et je pense que nos 5 orateurs vont nous présenter des aspects différents de l'innovation et c'est un plaisir pour moi de leur souhaiter la bienvenue. Donc chacun aura 15 minutes de temps de parole. Si vous ne les remplissez pas, j'aurai l'occasion de vous poser une ou deux questions. Et très rapidement, je me tourne vers Nilo Nascimento, qui est ingénieur civil de l'Université fédérale de Minas Gerais au Brésil. Il a un master en hydrologie appliquée de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et un doctorat en sciences environnementales de l'École nationale des ponts et chaussées. Il est professeur titulaire au département d'ingénierie hydraulique et ressources aquifères de l'Université de Minas Gerais. Il a 26 ans d'expérience dans la recherche en gestion des eaux urbaines. Il est au conseil d'administration du comité scientifique de nombreuses conférences internationales. Nilo, bienvenue. Vous allez nous parler de financement, d'innovation dans le financement, de comment rendre les choses possibles. Je vous donne donc la parole. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Il est très tôt. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame Darras. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc parler de développement de cadres pour le paiement de systèmes écosystémiques dans l'objectif de protéger les sources d'eau stratégiques dans les zones métropolitaines. Les auteurs de cet article scientifique sont Vanessa Cansado, économiste, Philippe est ingénieur, il y a également des chercheurs au BEFMG. Brigitte Vincent Leite est une collègue de l'École nationale des ponts et chaussées en France. Et nous avons les sponsors de réseau national du Brésil avec 2 fonds de recherche, CAPES, un CNPq, et parlant de l'utilité publique des eaux. Diapositive suivante. Je vais donc essayer de suivre ce plan. Parler tout d'abord de la région métropolitaine de Belo Horizonte au Brésil. Ensuite, je parlerai du développement du paiement pour les services écosystémiques, le modèle de paiement. Je vais parler des bénéfices et des coûts de ce modèle. Puis, rapidement, nous aborderons le cadre institutionnel nécessaire pour la mise en œuvre de ce modèle. Puis, je conclurai, bien sûr. Voilà donc la carte de la zone métropolitaine de Belo Horizonte. 34 municipalités, une population de 6 millions, presque 6 millions d'habitants et une surface de 10 000 km². Les différentes couleurs sur la carte soulignent le processus de macro-zonage pour la régulation à échelle régionale.
Généralement, les plans d'urbanisation sont développés au niveau municipal, mais dans les régions métropolitaines, il y a des différents intérêts, notamment au niveau régional, qui doivent être pris en compte dans l'utilisation des terres, des ressources en eau et leur exploitation. Et donc, l'idée de ce processus de macrozonage est d'avoir des outils pour réguler l'utilisation des terres pour concilier les intérêts régionaux dans le processus de planification au niveau local. Et les zones en bleu sont des bassins versants qui sont pertinents pour le système d'eau potable de la région métropolitaine. Ces zones font face à différents stress, différentes sources de pression, notamment la production agricole, fait partie des intérêts de la région métropolitaine. Il y a également des questions de sécurité d'approvisionnement en eau, de sécurité alimentaire qui sont en jeu et au cœur des discussions. Il y a également un certain étalement urbain et d'autres pressions, telles que par exemple les mines, qui sont une activité importante de la région. Et cela peut avoir des conséquences sur la qualité de l'eau, notamment dans ces sources stratégiques d'eau potable. Donc, mesures de contrôle, il y a certaines résistances, réticences et conflits qui émergent, notamment du fait des différents intérêts locaux et régionaux qui peuvent ne pas être alignés. Alors aujourd'hui, je vous parle pratiquement du bassin versant de Serra Azul, qui a une surface de 263 km² et représente ou est responsable de 14%, ou plutôt il approvisionne en eau 14% de la population de la région métropolitaine de Belo Horizonte. Les pressions sont l'élevage, les mines, l'expansion urbaine principalement. Nous avons donc établi 5 scénarios, 5 simulations qui permettent d'évaluer les bienfaits des différents services écosystémiques d'un point de vue de ressources en eau, de protection des ressources aquifères. Donc, le premier scénario, c'est le scénario actuel. Ensuite, il y a le Legal Green, donc, qui représente une application des lois brésiliennes sur la protection de l'environnement, ce qui représente 12% du bassin versant. C'est plutôt bien protégé, mais il y a tout de même 2% qui doivent être repris. Ensuite, le scénario 1.2 prend en compte le rétablissement de certaines forêts dans des zones particulièrement susceptibles à l'érosion, ce qui rajouterait 8% du bassin versant, et ce qui est présent dans les lois locales de la zone métropolitaine, qui représente 38% de la zone. Ensuite, le scénario qui implique des changements des pratiques agricoles et l'adoption de pratiques plus conservatrices et plus protectrices de l'environnement. Donc, c'est un changement de la production privée dans la zone du bassin versant. Et puis, dans le dernier scénario, on prend en compte la promotion et la protection de forêts existantes dans la région. Voici donc
une présentation différente du système. On commence par le scénario 0, et puis par colonne, la protection augmente en commençant par ce qui est obligatoire dans la loi, en passant par un renforcement de la protection, puis le changement des pratiques agricoles. Et on pourrait réfléchir à de nouvelles façons de payer pour les services écosystémiques, se concentrant sur une promotion des opportunités de génération de revenus. Par exemple, l'agroécologie, également un travail sur le tourisme vert qui est donc moins de conséquences sur l'environnement. Il s'agit donc d'évaluer les bienfaits de ces politiques. Ensuite, une évaluation économique avec 3 coûts principaux, une analyse financière de protection des zones. Il faut également prendre en compte les coûts d'opportunité, puisqu'on protège certaines forêts, on augmente les zones vertes. Et puis, il y a également un coût transactionnel, le financement du projet, de la gestion, du suivi. Diapositive suivante. Je pense qu'on peut passer rapidement sur cette diapositive. Il s'agit des coûts de conservation de la forêt, de la budgétisation de ces différents coûts, également différentes techniques agricoles, les terrasses et les zones sans culture, par exemple. En termes de coûts d'opportunité, il y a 2 approches. Tout d'abord, le prix de la terre, prix des terrains. Zones protégées qui se retrouvent gelées par cette politique et le propriétaire de ces terres se voit compensé à hauteur du coût, du prix de vente de ce terrain et des intérêts du marché financier. On le compense pour ne pas pouvoir exploiter ces terrains. Et l'autre possibilité, c'est d'utiliser des contrats de rente à hauteur de 6% du prix des terres. Nous avons utilisé le modèle hydrologique du SWAT pour simuler l'érosion des sols et les cycles de l'eau. Il reste d'autres aspects à simuler, tels que les techniques d'irrigation, conservation, des mesures de protection des ressources en eau et également des estimations de la pollution. Cela reste à faire, mais on commence déjà à déterminer les bienfaits de cette politique en termes de contrôle de l'érosion des sols et d'équilibre dans le cycle de l'eau. Ensuite, dans le tableau, à droite de l'écran, vous voyez l'estimation des coûts d'un programme étalé sur 12 ans. Les coûts sont exprimés en dollars américains à valeur de 2018. Les prix également, les coûts de restauration et le coût d'opportunité. Vous voyez d'ailleurs que le coût d'opportunité représente une grosse partie de la somme totale. Donc le coût total, c'est l'addition des coûts de restauration et des coûts d'opportunité. Dans la restauration, on inclut d'ailleurs aussi l'entretien des systèmes sur 12 ans. Les derniers chiffres concernent les conséquences moyennes ou l'incidence moyenne sur la facture en eau des ménages. Donc, l'impact financier sur les ménages n'est pas si élevé que cela, mais bien sûr,
il faut analyser cela en termes de capacité de paiement. Car de nombreuses personnes, notamment dans des pays comme le Brésil, rencontrent déjà des difficultés pour payer leurs factures d'eau. Il y a donc davantage de recherches à faire pour établir des modèles qui nous permettent d'aborder ces problèmes. Concernant le cadre institutionnel, nous proposons d'établir un conseil de gestion en forme de formulation de la politique, ensuite un conseil technique responsable des aspects techniques, d'élaboration, de mise en œuvre du programme, une agence exécutive responsable de l'application du programme, mise en œuvre dans leur région, un ombudsman avec ce rôle de médiateur en général, un fonds qui est rassemblé, qui est alimenté par les factures d'eau et puis bien sûr les fournisseurs de services écosystémiques de la région. Et tout cela sera mis en place dans un processus participatif impliquant toutes les parties prenantes. Enfin, en conclusion, il apparaît qu'il est possible de partager les coûts entre les personnes intéressées par la qualité de l'eau, les personnes qui habitent dans la région. Et ce sera là une façon optimisée de faire la promotion d'une sécurité d'approvisionnement en eau et d'offrir des opportunités de développement économique dans la région de ces bassins versants, ce qui serait donc bénéfique aux habitants de la région. Ensuite, les étapes à venir. Il faut bien sûr valider ce cadre institutionnel en partenariat avec les parties prenantes. Il faut également évaluer l'incidence de ce programme sur les factures d'eau mais également prendre en compte les possibilités de participation en nature dans le cadre de ces paiements pour les services écosystémiques, faisant une promotion notamment de marchés locaux pour les pratiques agricoles. Voilà, je vous remercie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nilo. Je remarque que les étapes qui arrivent sont très intéressantes. Ces évaluations sont importantes. Et j'imagine que d'ici 2 ans, pour la prochaine conférence d'Omega, vous pourrez nous préparer une présentation sur comment cela fonctionne, a fonctionné et comment vous y êtes parvenu. Restez avec nous, nous aurons d'autres questions à la fin de notre séance. Je me tourne vers notre oratrice suivante, Marine Legrand, qui va nous parler de gestion de l'eau innovante. Elle travaille en tant que chercheuse pour le partage des connaissances à l'ESU, un laboratoire sur l'eau à l'école de Pont et Chaussée en France. Elle étudie les pratiques sociales associées à l'écologisation de planification, de paysagisme et d'assainissement. Elle s'intéresse à la vie atomique organique et comment la société post-industrielle s'occupe de leurs propres déchets. Marine, à vous la parole, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Voilà. La présentation est maintenant sur l'écran. Donc, je travaille dans un programme de recherche qui s'appelle OCAPI,
qui travaille sur la transition écologique des systèmes d'extraitement de nutrition. Et je vais aujourd'hui vous parler au nom de mon collègue sur l'émergence des systèmes pour la séparation de sources des eaux usées et valorisation comme fertilisant, comme engrais pour le Grand Paris, qui est une mégapole. Ensuite, donc, notre point de départ est une question sur l'avenir de la gestion d'excréments dans des conditions urbaines denses. Comme nous savons, les mégapoles vont faire face à des défis considérables sur et la gestion de leurs déchets, y compris les déchets humains. Et nous avons choisi de prendre une approche holistique sur la question de la gestion des excréments humains dans le cadre du programme OCAPI. Et notre point de départ était les limites des systèmes sanitaires des mégavilles qui est polluant et qui consomme énormément de ressources fossiles. Et lorsque nous examinons ce problème, nous nous rendons compte que tout est lié. La production des engrais qui est basée sur les ressources fossiles, qui est très extractiviste, et à la fin du spectre, la pollution des pollution aquatique et de pollution de l'air avec ces excréments, car ce que nous mangeons, c'est ce que nous excrétons. Je n'ai pas le mot en anglais, mais vous imaginez très bien de ce dont je veux parler. Et tout ceci qui rentre dans le corps humain sort du corps humain, et ce qui vient de la terre retourne à la terre ou retourne à l'eau. Donc, nous parlons de nitrogène, de phosphore et tous les nutriments qui rentrent dans l'alimentation humaine et qui circulent ensuite dans notre environnement. Donc, la production agricole, l'alimentation humaine et la sanitation, l'assainissement forment un système que nous appelons de celui qui crée le programme OCAPI, un biochimiste, appelle cela le système linéaire nutrition-excrétion. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de rendre plus circulaire ce système, le rendre plus sobre et moins polluant dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés par la séparation à la source des excréments dans les zones urbaines denses où les nutriments sont concentrés, car c'est là où il y a la concentration de la population humaine. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, comme nous le savons maintenant, dans le passé, la valorisation des excréments comme engrais était commun. Et c'était le cas en particulier en France et à Paris, qui étaient entourés par des zones agricoles denses pour produire des légumes notamment. Et cette pratique s'est réémergée en France dans les années 90, qui était initialement localisée dans les zones rurales et principalement à une échelle individuelle, c'est-à-dire à une échelle d'un logement ou certains diraient dans les marges. Mais depuis le milieu des années 2010, nous pouvons apercevoir une émergence dynamique dans les zones urbaines, y compris dans les immeubles collectifs à une plus grande échelle. Nous avons identifié à peu près 20 projets, mais il y en a sûrement bien d'autres, car c'est quelque chose qui émerge dans différents lieux en même temps et à des échelles différentes en même temps. Prochaine diapositive. Alors, nous sommes maintenant à la
phase de l'institutionnalisation. C'est quelque chose qui est devenu plus institutionnel, moins dans les marges. Et c'est le moment de se demander que peut-on faire pour organiser, mieux organiser le traitement, transport de ces excréments humains. Euh, dans les zones urbaines denses, c'est quelque chose de difficile, mais le plus important. Dans notre document, dans notre papier que je vous invite à lire, parce que je ne vais pas évidemment tout évoquer dans ma présentation ici, nous étions d'abord intéressés dans le cadre normatif qui serait utile pour inverser le paradigme de la gestion de l'excrément humain, c'est-à-dire le considérer comme quelque chose dans le cadre plus holistique et de voir comment ces innovations aujourd'hui, pour ce qui est de la séparation des sources, rencontrer les contraintes dans les environnements urbains denses ainsi que dans le contexte territorial. Et nous allons parler des conditions qui favorisent l'émergence des projets pilotes dans l'interstice de la production urbaine. Nous allons donc parler des projets pilotes. Voilà, notre étude était donc basée sur, avec une approche interdisciplinaire, avec une écologie territoriale mixte, analyse historique et réglementaire, ensuite approche sociologique, géographique, mélangeant les études de cas, démonstrations que nous avons entrepris nous-mêmes et les entretiens avec les acteurs clés dans ce secteur. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, nous allons maintenant venir aux contraintes matérielles et organisationnelles et ce que nous pouvons tirer comme preuve des projets émergents dans les environnements urbains denses. Nous allons d'abord parler des contraintes matérielles pour ce qui est de la collecte, le traitement et le recyclage agricole des excréments des sels humains. Nous parlons donc des zones urbaines denses qui sont caractérisées par la concentration d'excréments, étant donné la densité de la population. En raison de cette densité, nous avons un manque d'espace et nous avons beaucoup de contraintes matérielles logistiques en raison du manque des espaces ouverts. Cette densité et cette historique de la construction, de la planification des paysages de ces mégapoles rend très difficile de recueillir, évacuer ces éléments car tout est construit autour des systèmes centralisés des canalisations d'évacuation. Il nous faut donc prévoir quelque chose de différent, concevoir quelque chose de différent. Et le problème de traiter localement, recycler localement le matériel en raison de manque de sol, comme engrais, manque de zones agricoles ou de jardins verts, nous avons les mégapoles qu'il faut inverser pour vraiment inverser en fait le paradigme. Il faut trouver une solution pour inverser le paradigme. Ensuite, alors pour ce qui est de ces contraintes matérielles, nous avons également les contraintes territoriaux pour une mégaville comme Paris, car nous devons aligner les acteurs qui appartiennent aux différents secteurs, c'est-à-dire la gestion des déchets, le traitement des eaux, user l'urbanisme, logement, agriculture. Et pour prendre deux exemples, la gestion de l'eau est liée à l'assainissement, comment c'est organisé. Donc, si nous voulons financer les systèmes de séparation à la source, il faut inventer un modèle économique complètement différent, un business model qui est complètement différent. C'est une question de public, donc ce n'est pas le business, mais il faut complètement réformer la structure économique de ce secteur. Un autre exemple, c'est l'agriculture qui est aujourd'hui complètement structurée par l'utilisation des engrais
synthétique et tout le matériel, les habitudes, le financement de la production agricole est contrainte par la logique des engrais synthétiques. Donc, si nous revenons aux engrais organiques, bio, il y a beaucoup d'inversements, de changements qui doivent être mis en œuvre dans les secteurs agricoles, etc. Et c'est la même chose pour l'urbanisme, le logement. Ensuite, nous avons beaucoup d'acteurs publics et privés qui sont reliés dans le secteur de la planification urbaine à différents niveaux territoriaux. Il y a des couches administratives qu'il faut très, très bien connaître afin de pouvoir satisfaire, si vous voulez, aux situations réelles. Il faut examiner les situations précises locales, les analyser pour pouvoir ensuite les changer de l'intérieur. Marine, attention, vous n'avez que 5 minutes. Voilà, prenez du temps pour votre conclusion. Prochain. Alors, par rapport à ces contraintes, lorsque nous sommes face à ces contraintes, il n'y a pas, nous nous rendons compte de solutions génériques, mais vraiment différents projets pilotes qui émergent. Je vais en parler de deux. Tout d'abord, vous avez dans le contexte des logements participatifs à petite échelle, avec un bâtiment ici avec 6 logements, où les excréments sont compostés par les habitants et gérés dans le jardin de l'immeuble. Donc, c'est tout à fait local, si vous voulez, et géré par les habitants eux-mêmes de ces logements pour la gestion des excréments à l'extérieur des égouts. Dans le logement participatif, c'est une niche. Ensuite, c'est à Grenoble. À Paris, nous avons le tout premier écoquartier qui sera pleinement équipé de systèmes de toilettes à dérivation de l'urine. Il y a 600 logements, des établissements publics et privés pour tout un quartier, et c'est quelque chose qui ouvrira dans 3 ans. Ensuite, alors vous avez ici le système de traitement complet de l'urine à l'échelle d'un quartier et l'utilisation des engrais pris des urines par la ville elle-même pour ses jardins publics, ses gazons, etc. Ensuite, alors pour conclure sur ce projet, il n'y a que 2 exemples. Nous en avons beaucoup plus dans notre papier. Il y a des initiatives projets telles que des fonds de gestion d'excréments, la taille des projets, ainsi que le contexte institutionnel qui varie énormément. Et ce sont des projets tout à fait efficaces pour se concentrer sur les aspects institutionnels. Nous voyons que le premier est construit à l'extérieur des institutions urbaines parce que c'est les habitants eux-mêmes qui ont décidé de s'occuper de leur excrément. Et le deuxième, c'est dans la ville de Paris. Les acteurs convaincus qui ont décidé eux-mêmes de forcer les acteurs privés qui construisent cet écoquartier inclure les toilettes à dérivation avec dérivation de l'urine pour avoir un impact dans ce cadre. Il n'y a pas de preuve pour une solution générique, mais il y a beaucoup de preuves sur des solutions spécifiques qui sont bien adaptées au contexte et qui peuvent être adaptées avec le temps, avec tous les acteurs autour de la table. Il y a un spectre de différents projets qui coexistent aujourd'hui.
Donc, pour conclure, basé sur cela, nous concluons qu'afin d'avoir une plus grande échelle des transpositions de la séparation à la source à l'échelle de la ville et dans la production de la ville dans l'avenir, à Paris et ailleurs, nous devons convaincre et soutenir les parties prenantes impliquées dans la gestion des flux urbains et dans l'agriculture afin de comprendre et mettre en œuvre de telles solutions et également l'extension de tels, si vous voulez, paramètres participatifs lorsqu'il y a les différentes étapes des projets qui sont bien compris. C'est le seul moyen de faire fonctionner ce système. Il y a besoin d'éduquer les habitants sur les questions de durabilité autour de l'assainissement et de la construction de différents scénarios de planification spatiale. Mais pour ce faire, il faut des projets pilotes qui émergent, qui se fassent connaître et d'être partagés. Donc, il y a encore le besoin de partage de connaissances et de projets. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. À la fin de notre session, vous pouvez avoir une discussion entre Nello et vous-même sur les questions de l'économie, comment gérer les différents sujets. Il y a bien évidemment la question de savoir comment financer ces choses, comment les faire à un niveau plus élevé. Et Nilo exprimait également les mêmes préoccupations que vous. Et restez avec nous. Nous espérons pouvoir avoir une telle discussion entre vous deux par la suite. Prochaine orateur parlera encore une fois la réutilisation de l'eau usée. Nous parlons de l'eau usée et c'est une comparaison entre la France et la Tunisie, entre les cas de la France et la Tunisie. Et Benjamin Nouri va nous parler de ce sujet. Benjamin est expert de la gouvernance de l'eau avec 13 ans d'expérience et qui travaille actuellement à partir de Tunis en tant que consultant indépendant. Ses activités vont de l'ingénierie des processus participatifs et l'expertise sur la gouvernance de l'eau, y compris la facilitation de groupes et le renforcement des capacités, et travaille avec les bailleurs internationaux tels que la Banque mondiale et bien d'autres. Benjamin, vous avez la parole et la comparaison acceptation publique et comment gérer ces innovations compliquées et le groupe de personnes. Vous avez la parole, Benjamin. 15 minutes pour vous. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc je reprends sur ce thème des eaux usées, même si je ne prends pas la même langue d'approche que Marine. Je ne veux pas parler de séparation, mais plutôt je vais regarder comment est-ce que les eaux usées sont utilisées. Je vais repasser au français. Si on a des partenaires, si certains des participants sont de Tunisie et qui veulent suivre. Non, c'est bon. Merci. Donc cette pratique, cette pratique non conventionnelle de la réutilisation des eaux usées traitées, elle est effectivement promue dans deux pays sur lesquels je vais m'appuyer aujourd'hui, la France et la Tunisie. La Tunisie qui est en train de finaliser un plan directeur Water Reuse 2050 avec la volonté de débloquer le potentiel de réutilisation de la réutilisation des eaux usées traitées, et la France qui, lors des dernières assises de l'eau, a eu la volonté de tripler les volumes d'eau non conventionnels d'ici 2025. Next, please. I will regret my animation. Donc, alors pourquoi un tel engouement pour la réutilisation des eaux usées traitées? Historiquement, le moteur principal, c'était le stress hydrique et la volonté du coup de pouvoir augmenter les volumes disponibles, notamment sur des zones côtières. Next, please. Mais le manque d'eau n'est pas le seul moteur de la reuse. La reuse a été aussi développée dans un certain nombre de cas, notamment pour préserver l'environnement dans des perspectives où l'assainissement ne permettait pas de préserver des zones sensibles. Le sol permettait justement d'avoir un système épuratoire complémentaire pour essayer de préserver certains aspects, sachant qu'encore une grande majorité des eaux actuellement à travers le monde ne bénéficient pas de traitement de ces eaux usées.
Les eaux usées traitées, next please, sont aussi associés, très fortement associés au concept innovant, au concept en vogue d'économie circulaire. Et dans le cadre de cette conférence, c'est une thématique sur l'eau et la ville. La reuse est une thématique qu'on trouve aussi assez fréquemment pour apporter de l'eau à l'agriculture périurbaine dans des contextes où il y a certaines tensions et compétitions entre eau domestique et eau agricole. Next, please. And next again. Cet engouement pour la reuse, il pose aussi un certain nombre de problèmes et de questions, des questions d'ordre technique, d'ordre économique et financier, d'ordre réglementaire, mais bien évidemment d'ordre sanitaire. Et toutes ces incertitudes et l'ensemble de ces thématiques, elles ont un écho dans le champ social avec un certain nombre de groupes qui se saisissent de ces incertitudes et qui vont remettre en cause les décisions des autorités ou des experts, au point d'avoir aussi certaines controverses sur ces thématiques-là. Next, please. Les principales controverses qui sont fréquemment citées dans le cadre de la réutilisation des eaux usées traitées, elles concernent le cas de San Diego ou de Toowoomba, où il y a eu des mobilisations sociales importantes. Dans le cas de Toowoomba, qui est une ville en Australie, ça a été jusqu'à avoir un référendum au niveau de la ville pour pouvoir voter sur la prolongation ou non de la réutilisation de la solution de réutilisation des eaux usées traitées dans le cadre de la ville, référendum qui a donné une majorité de non et un projet qui a été abandonné dans ce cas-là. Next, please. Cet enjeu social… Benjamin, vous avez le temps, donc ne parlez pas trop vite pour que les traductions en anglais soient bien faites. Merci. Très bien. Cet enjeu social, il est régulièrement qualifié d'acceptabilité sociale et il est abordé dans la majorité des rapports ou des manuels qui abordent la réutilisation des eaux usées traitées, la reuse, water reuse. Et il est souvent traité de la même manière. Il faut dépasser le facteur beurre, qu'il faut réussir à convaincre les communautés. Et finalement, l'outil principal qui est mis en avant pour dépasser cette acceptabilité sociale, c'est un outil communicationnel. C'est de pouvoir mettre en place des campagnes d'information, d'avoir des travaux pédagogiques, de pouvoir faire de l'éducation, du marketing. Donc, on est sur une vision où finalement, la communication et l'information nous permettra de dépasser ces enjeux d'acceptabilité. Next, please. Et avec une conclusion un peu générale, c'est finalement, on a besoin de communiquer, d'éduquer, de sensibiliser avec une perception des enjeux communicationnels sous l'angle du Information Deficit Model. C'est-à-dire que finalement, si on informe les gens, ils vont comprendre la raison de ces projets et s'ils comprennent, ils vont finir par l'accepter. Next, please. Dans la réalité, il n'y a pas dans la littérature, notamment, l'effet de l'information, il n'y a pas du tout de consensus sur un effet positif, voire même négatif, de l'information sur l'acceptabilité sociale. Et il y a un certain nombre de travaux, assez nombreux, notamment dans la littérature américaine, australienne ou sud-africaine, pour identifier différents facteurs qui influencent cette acceptabilité sociale. Next, please. Next again. Oh. No, sorry, back. There's some issue with the PowerPoint. Et il se trouve que finalement, l'apport d'information, l'apport de connaissances, c'est effectivement un levier qui est étudié et qui a des effets positifs dans certains cas, mais ce n'est bien évidemment pas le seul levier. Dans ces revues de littérature, on retrouve des facteurs qui sont des facteurs sociodémographiques, avec un effet de genre, un effet d'âge, un effet d'éducation, de formation sur l'acceptation ou les attitudes par rapport à la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a des variables qui sont plutôt des variables dites hydriques en fonction de l'origine des eaux. On ne va pas accepter la même manière des projets. Si on se trouve dans une ville où il y a une prédominance de rejets d'hôpitaux, par exemple, ou industriels, par rapport à des villes rurales où finalement les effluents sont issus de nos voisins qu'on connaît tous. Donc l'origine des eaux a une importance assez forte. Et un effet bien évidemment psychologique, avec la perception du manque d'eau, la perception du risque sanitaire, des notions de confiance vis-à-vis des différents acteurs du système. Dans les acteurs du système de reuse, on va bien évidemment avoir le gestionnaire, l'État dans sa capacité à réglementer, etc. Donc on se rend bien compte que finalement l'information est un des leviers, mais bien évidemment pas le seul levier qui peut éventuellement avoir un effet sur l'acceptabilité sociale de la pratique réutilisation des eaux usées traitées. Next, please. Dans ma présentation aujourd'hui, je voudrais partager deux expériences, l'une en Tunisie et l'une en France, où nous avons cherché à instaurer un dialogue multi-acteurs
sur la reuse en impliquant les habitants dans les deux cas. Ces deux expériences, elles se sont tenues dans des contextes assez différents sur lesquels je voudrais revenir. Tout d'abord en Tunisie, où on est sur une pratique qui est assez fortement institutionnalisée, qui a débuté dès les années 65. Donc la Tunisie est un des pays précurseurs en termes de réutilisation des eaux usées traitées agricoles à travers le monde. Une pratique qui est régulée dès 89 et aujourd'hui, on a environ 50% des stations d'épuration du pays qui sont concernées par des projets de réutilisation des eaux usées traitées, principalement pour l'agriculture et les golfs. On est intervenu en Tunisie dans le gouvernorat de Sousse auprès du ministère de l'Agriculture sur un périmètre irrigué qui a un historique de plus de 20 ans, qui produit principalement des oliviers et du fourrage et sur lesquels c'est une zone de tension aussi assez régulière entre les agriculteurs et les autorités par rapport à des dysfonctionnements de ce périmètre. En France, on est dans un tout autre contexte. C'est une pratique qu'on peut considérer comme assez ancienne, avec des premiers projets dans les années 70, notamment sur des îles de Porquerolles, l'île de Ré. On a une pratique qui est réglementée à partir de 2010 et qui aujourd'hui concerne moins de 0,5% des stations d'épuration, donc une pratique qu'on peut considérer comme étant encore marginale. On ne parle pas de la séparation à la source, mais on est effectivement sur une pratique qui est encore assez peu développée en France. Et on intervenait dans le sud de la France, dans le Luberon, où la reuse est une des alternatives qui souhaite être explorée par la commission locale de l'eau du bassin du Calavon comme étant potentiellement une alternative. Donc, ce n'est pas une alternative qui est mise en œuvre, mais c'est une alternative qui souhaitait être explorée par les acteurs locaux du territoire. Dans un cas, on intervenait dans le cas de la Tunisie comme consultant auprès du ministère de l'Agriculture avec la Société du canal de Provence. Dans l'autre cas, c'était dans le cadre d'une thèse CIFRE où j'intervenais là en tant que chercheur et ces distinctions peuvent avoir une importance aussi dans les résultats. Next, please. En amont de toute démarche de dialogue, on a d'abord cherché à comprendre le fonctionnement de ces deux territoires où nous intervenions. Fonctionnement technique, fonctionnement agronomique, les fonctionnements social, bien évidemment, avec les principaux acteurs, leur rôle, leur posture, mais aussi leur perception. Et pour ça, on a mis en place, développé différents outils. Des observations participantes, des entretiens avec les principales parties prenantes et des enquêtes avec les usagers dans les deux cas. En Tunisie, on s'est aussi appuyé sur l'importante littérature et bibliographie qui traitait du cas de Sousse, qui avait un historique de 20 ans, historique qu'on n'a pas pu trouver dans le cadre du Luberon où la pratique était émergente. Donc, on a été chercher plutôt de l'information médiatique pour voir comment est-ce que la reuse ou alors des sujets connexes tels que les boues avaient pu être traités aussi sur ce territoire. Et dans le cadre de la France, on a également profité d'une parcelle expérimentale qui utilisait des eaux usées traitées d'un petit village pour produire des courges et du coup d'utiliser cette production de courges pour aussi tester les comportements où le lien finalement entre attitude, intention de comportement et comportement en psychologie sociale est loin d'être avéré. Et c'était une opportunité pour nous de pouvoir aussi tester les comportements et les réactions que ça pouvait susciter avec ces petits marmots. Dans le cadre de la Tunisie, on a cherché avant tout à retracer l'historique de gouvernance du périmètre irrigué avec quelques acteurs lors d'un atelier rétrospectif sur le fonctionnement collectif de ce périmètre-là pour pouvoir regarder un petit peu l'organisation de la gouvernance de ce périmètre dans le temps. Next, please. En termes de premiers résultats sur cette phase d'observation, on s'est rendu compte en Tunisie que la reuse pour les agriculteurs périurbains de la région de Sousse est la seule et l'unique option actuellement d'accès à l'eau pour l'irrigation sur cette zone. Donc, il y a une importance prédominante de cette ressource. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements techniques, notamment pour accéder à l'eau dans le temps ou en termes de volume, qui cristallisent beaucoup de tensions. Malgré plusieurs rénovations techniques de ce périmètre en termes d'infrastructure, c'est des dysfonctionnements qui persistent dans le temps. Et des dysfonctionnements qui sont aussi pas forcément simplifiés par un manque de communication important entre les acteurs, où il n'y a pas forcément d'arène de discussion, beaucoup d'acteurs ne se connaissent pas, ne discutent pas ensemble, et qui a une importance très forte sur le manque de confiance qu'il y a entre agriculteurs et autorités locales, mais aussi les représentations des ministères sur cette zone de Sousse. Dans le cadre de la France, la reuse est un sujet qui est méconnu, qui est confidentiel, qui est très très peu présent dans l'espace public, y compris dans l'espace public national.
Ça a une incidence aussi sur les représentations des acteurs, avec des représentations qui sont relativement faibles, qui ne sont pas stabilisées. Finalement, la réutilisation des eaux usées traitées n'a pas de il n'y a pas de perception très claire de ce que ça représente, de ce que c'est et quels sont les thèmes qui sont associés à cette thématique. Il y a quand même elle pose un certain nombre de problèmes, surtout aux autorités, qui sont inquiets de voir émerger de nouvelles controverses, comme ils ont pu en avoir sur le cas des boues, et d'avoir des controverses sanitaires qui pourraient émerger sur le territoire. Donc, ils sont plus inquiets de potentielles controverses que réellement sur la pratique de la réutilisation des eaux usées traitées. Alors que dans les enquêtes faites localement, on se rend compte que l'attitude des populations et même les comportements des populations par rapport à cette pratique sont finalement plutôt favorables, que ce soit les habitants ou les agriculteurs. Par rapport à ces premiers résultats, on a décidé d'avoir des stratégies d'engagement de dialogue assez différentes. Dans un premier temps, donc par rapport à la Tunisie, d'être plutôt dans une logique d'implication des usagers, avec une logique d'essayer de remettre en place une confiance entre ces différents acteurs. Dans le cadre de la France, on était plutôt sur un enjeu de mise en visibilité de cette pratique et de mise en débat de cette pratique sur un territoire. Next, please. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a réalisé? Dans le cadre de la Tunisie, on a débuté par un diagnostic de la zone, diagnostic qu'on a voulu délibérément séparer entre les agriculteurs et les autorités pour éviter de susciter les conflits qu'on pouvait voir dans d'autres arènes directement dans ces phases de diagnostic, afin de pouvoir identifier les principaux problèmes du périmètre irrigué selon eux, et de pouvoir aussi de réaliser ces ateliers de manière différente, séparée, de pouvoir aussi mobiliser plus facilement les acteurs dans la démarche. Ces diagnostics séparés, on les a mis en commun. Cette mise en commun, elle a été facilitée par le fait qu'il y a pratiquement 80% des problèmes qui ont été constatés et partagés par les deux groupes. Donc finalement, ils partageaient une vision assez similaire de l'état du périmètre. Pour certains agriculteurs, c'est la première fois qu'ils rencontraient leur contrepartie du ministère de l'Agriculture localement, des gestionnaires de la station d'épuration, et donc avec la vraie nécessité de ressusciter un dialogue et de pouvoir identifier les contreparties avec qui s'exprimer. Et cette phase, elle a aussi fortement facilité du coup la troisième phase de planification de ces différentes actions, où suite à cette mise en commun des difficultés, on a construit un plan d'action avec ces différents acteurs sur les activités à mener pour remettre le périmètre en fonctionnement dans le cas de source. En France, on était du coup sur une stratégie assez différente de mise en visibilité, et on est parti avec les acteurs locaux, aussi bien les collectivités locales que les chambres d'agriculture ou les parcs naturels, sur une stratégie d'intéressement des acteurs en les associant progressivement à la décision de mettre en place ou non un projet de réutilisation des eaux usées traitées sur le territoire. Donc, on a débuté par plutôt une phase d'information à travers un site internet, Réit Luberon. On est ensuite rentré dans une phase de consultation avec des réunions publiques pour pouvoir aussi recueillir les avis des participants, avec un certain nombre d'avis qui concernaient finalement la réutilisation des eaux usées domestiques, des eaux grises, plutôt que des eaux collectives de stations d'épuration. On a ensuite déployé un jeu de rôle qui s'appelait OSEC, où finalement les joueurs, les participants avaient l'opportunité de jouer le rôle de maire ou d'agriculteur sur ce territoire-là, qui partageait une rivière, qui avait des débits qui diminuaient dans le temps. Ils avaient un certain nombre d'actions possibles pour faire face à ce manque d'eau. Benjamin, 1 minute. Hein. Très bien. Pour faire face au manque d'eau, dont la réutilisation, mais qui permettait de discuter la réutilisation parmi d'autres ces acteurs. Et on a été jusqu'à, après des visites, à réaliser des chartes citoyennes pour discuter des conditions et des principes de mise en œuvre, avec quelques difficultés de projection avec les acteurs sur lesquels on en parle un petit peu dans le papier. Next, please. Donc pour conclure, dans cette dernière minute, j'ai effectivement décrit 2 protocoles participatifs assez distincts qui partageaient la même ambition de placer les acteurs au cœur du processus décisionnel d'un projet. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu aussi d'approche standard. À chaque fois, il y a eu la nécessité de s'adapter à un contexte territorial et un contexte social avec des acteurs. Cette adaptation, pour réaliser cette adaptation, la phase de caractérisation sociale a été indispensable en amont pour bien savoir où on mettait les pieds et puis de bien comprendre les enjeux et interactions déjà préexistantes.
La participation a nécessité aussi du temps, un certain nombre d'allers-retours entre la volonté des partenaires et la réalité du terrain, et aussi une certaine forme de validation politique. Dans le cadre du Luberon, on est d'abord passé par la validation de la clé pour pouvoir déclencher notre processus participatif, pour s'assurer que les recommandations finalement citoyennes seraient reconnues aussi dans un cadre institutionnel. Donc ces allers-retours-là prennent du temps. Ça nécessite une forme de flexibilité pour le processus participatif lui-même, mais aussi pour les autres partenaires qui travaillaient sur les questions techniques, sur les questions environnementales, et qui devaient aussi, dans leur schéma, prendre en compte les revendications, les contraintes qui étaient exprimées dans ce champ social, et la nécessité du coup d'avancer en même temps les questions de faisabilité technique, faisabilité économique, faisabilité sociale, et non pas les unes en silo, les unes après les autres. Et enfin, je voudrais conclure sur le fait que la participation, ce n'est pas une solution pour atteindre une acceptabilité sociale, c'est une option pour pouvoir la mettre en discussion, pour réussir à atteindre un consensus qui peut être en faveur de la reuse, avec des modifications, ou voire même, dans le cas d'un site, c'était de s'opposer à cette pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va continuer sur encore la reuse avec Tawidir Rahman. Tawidir travaille au Bangladesh, et donc pour cette raison, sa présentation a été enregistrée. Il a une expérience. Sorry, I'll bring it in English maybe. Tawidir has a 10 À l'anglais. Tawidir a 15 ans d'expérience dans l'ingénierie et le développement. Il a un diplôme de sciences d'ingénierie civile et de sciences en ingénierie des ressources aquifères. Il travaille au Bangladesh dans une très grande organisation, BRAC, une organisation de développement international basée au Bangladesh. Tawidir va nous parler de la réutilisation de l'eau dans des applications indirectes. Voilà, une différente façon de vendre cette réutilisation de l'eau. On passe à la vidéo, merci. Bonjour et bienvenue, dit l'orateur en français. Je suis du Bangladesh et c'est une action recherche, et je voudrais tout d'abord remercier Diane Darras, la présidente de cette session, et les organisateurs à notre conférence. Le titre de mon papier, c'est l'utilisation des eaux usées domestiques traitées, et l'étude se compte dans la Khulna, qui est la troisième ville plus grande ville côtière de Bangladesh, avec de densité de population de 19 villes par kilomètre carré. La ville se trouve à 1,5 mètre au-delà du niveau de la mer, et il y a deux fleuves, Bairab et Ruspa, dans la ville. L'urbanisation rapide causée par l'influx des migrants des zones rurales, et ceci a exercé beaucoup de pression sur le logement et les services publics. Et en même temps, il n'y a pas de système d'égout central dans la ville. Problème de manque d'eau et d'assainissement composé et multiplié sur une échelle énorme, résultant dans des conditions environnementales très dangereuses. L'eau WaterAid à Bangladesh a déjà démontré un modèle avec succès pour le système de traitement de l'eau usée décentralisée à Panchola. Donc, l'eau est déchargée dans les zones ouvertes. Et si vous voyez ce plan, ce diagramme, vous voyez qu'il y a différentes filtres qui filtrent donc l'eau usée venant de ces bâtiments et ces logements. Et dans l'étude, l'eau usée domestique traitée et filtrée à travers ce système utilisé pour la recharge de l'eau souterraine pour améliorer la qualité de l'eau dans cet aquifère. La zone d'étude se trouve à 5 km du centre-ville, et la rivière Koups, ça coule à travers cette
partie de la ville. Vous avez donc quelques zones d'échantillonnage. Nous avons ainsi développé une recharge aquifère gérée dans cette zone. C'est une système de recharge artificielle qui stocke l'eau dans l'aquifère après la récupération pour les bénéfices environnementaux. Donc, l'idée étant de recharger avec cette eau traitée, avec donc ce système intégré, avec des citernes de filtration et des puits de recharge. Alors, 4 puits, ensuite des puits de test ont été choisis pour le test de la qualité de l'eau. Alors, vous pouvez voir ici où l'eau traitée est filtrée à travers des systèmes de filtrage et l'eau filtrée est ensuite transférée à la recharge de l'aquifère et bien évidemment suivi et le monitoring est fait. Alors, le système de filtration est là pour filtrer l'eau usée traitée et ce système a de la filtration par sable fin, sable plus gros et il y a également des citernes de stockage avant d'aller dans le puits de recharge. Alors, la conception de ce filtre à sable est utilisée pour filtrer l'eau traitée et l'eau est filtrée. L'eau filtrée est rechargée dans l'aquifère depuis 8 mois. Pendant 8 mois depuis 2018, la conductivité électrique, le niveau de l'eau et la quantité de recharge sont également enregistrés périodiquement, ainsi que les données microbiologiques sont collectées, sont recueillies pour analyser la qualité de l'eau de l'aquifère après recharge. Alors, de cette étude, nous avons trouvé qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la conductivité électrique, ces concentrations dans l'eau potable le plus proche après recharge. La tendance montre qu'il y a réduction de conductivité électrique dans l'eau traitée après passage par ce filtre. Et dans le cas de l'analyse de l'impact microbiologique, le coliforme total et la coliforme fécale dans l'eau traitée, l'eau filtrée et l'eau souterraine dans le puits, c'est-à-dire l'eau de recharge, ont été testés. La concentration du coliforme fécal était élevée dans l'eau traitée, mais la quantité réduite après la filtration. Et la concentration de coliforme fécal est presque zéro dans l'eau souterraine extraite après recharge. La concentration de coliforme total a été élevée dans l'eau traitée et il y a une réduction donc après la filtration et il y a une réduction considérable dans la concentration du coliforme total de l'eau souterraine extraite pendant cette période après la recharge. Vous pouvez donc voir dans le tableau l'échantillon de l'eau traitée, filtrée, extrait de l'eau souterraine après recharge et le puits le plus proche, c'est-à-dire l'eau potable, pour son analyse et suivi de la qualité de l'eau. Et le tableau montre que la qualité de l'eau dans le puits eau potable de l'eau domestique traitée, filtrée, collectée de l'eau souterraine, etc. Donc, sa qualité du système de traitement, cette qualité de l'eau s'est améliorée après avoir passé de citernes de filtrage par sableau et les différents niveaux de coliforme et conductivité électrique s'améliorent simultanément et les d'autres constituants tels que le calcium, magnésium, etc. déclinaient et il n'y avait pas d'impact adverse dans les puits de l'eau potable environnante. Donc, les résultats montrent que l'eau traitée peut être rechargée dans l'eau souterraine sans porter atteinte à l'environnement et l'irrigation domestique est viable dans ces circonstances et ceci peut
être dans les zones côtières où un système central de distribution n'est pas disponible et que cet autre traité peut être une solution. Je vous remercie de votre attention et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email, dit l'orateur qui a parlé très, très vite. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aller à notre dernier orateur, Julia Libera Rosa. Julia est diplômée dans la production audiovisuelle et les relations internationales pour l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, avec une maîtrise dans l'étude contemporaine de la Chine dans l'université Ringming à Pékin. Elle faisait partie de l'événement de coordination entre le Brésil et la Chine. Elle a une très bonne expérience internationale, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Julia va parler de la gestion innovante pour améliorer l'assainissement public, comment faire de l'innovation même dans la gestion. Julia, vous avez la parole et vous avez 15 minutes comme les autres pour que nous puissions avoir quelques questions pour vous après. Merci, Julia. Merci. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir pour moi d'être ici. Merci d'avoir organisé cet événement et de nous offrir la possibilité de présenter ce projet. Ma présentation sera légèrement différente. Je vous parle du point de vue d'un organisme public responsable du suivi, non pas de la mise en œuvre des travaux publics. Un projet qui remonte donc à 2019. Monsieur Bernardo Baron était chef de projet avec moi au laboratoire d'innovation du ministère public de Rio de Janeiro. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large du laboratoire d'innovation intitulé Bussola, qui se concentrait sur la baie du Guanabara et sur les travaux d'assainissement de cette région. Diapositive suivante. Vous voyez donc à l'écran une carte du bassin de la baie de Guanabara. Les autorités publiques ont un groupe de travail sur l'environnement et ils nous ont présenté l'un de leurs défis qui est celui du suivi des travaux d'assainissement qui avaient été retardés dans les années précédentes. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de comment nous avons élaboré à leur côté une série de solutions de suivi de ces travaux d'assainissement qui, depuis les années 1990, présentaient des problèmes pour la baie de Guanabara. La baie de Guanabara et son bassin hydrique couvrent 7 villes, 7 municipalités de la région métropolitaine de Rio, ce qui représente 50% de la population de l'État, donc un fort impact sur la vie quotidienne des personnes qui habitent dans cet État. Et comme je l'ai déjà dit, depuis plusieurs décennies, il y a des problèmes d'eau usée qui sont produites en très grande quantité. Il y a eu différents programmes dans les années 90, en 2012. Il y avait un programme notamment pour les Jeux olympiques de 2016, mais tout a été paralysé par la crise financière qui a frappé l'État en 2016. Donc, le groupe d'action spécialisé au sein du ministère a fait appel au laboratoire d'innovation pour trouver des solutions de reprise des travaux et trouver des solutions de suivi des travaux. Donc, 3 acteurs principaux, le ministère public, l'entreprise étatique, l'entreprise publique d'eau et l'État de Rio, gouvernement local. Donc, ces 3 acteurs ont été impliqués dans
la rédaction de cet accord, et ces accords nécessitaient un suivi. L'objectif était donc d'identifier des bonnes pratiques de gestion des projets et de suivi des différents. Pour cela, qui boussole, cherche à aider les procureurs à identifier des indicateurs précis de suivi de ces projets et de respect des accords, des contrats. Il y a de très nombreux procès, de très nombreuses actions juridiques, beaucoup de facteurs en jeu, et donc il faut les aider à avoir une vision claire de la situation des choses. Et c'est justement l'objectif de Boussola qui cherche à prioriser les indicateurs pour le suivi des travaux publics. On s'est donc concentré sur 5 communes de la région. Nous avons donc créé une méthode que nous avons appelée flux de transformation, qui a 2 voies. La première concerne la priorisation du suivi. Des différentes étapes, je ne vais pas les suivre en détail, d'ailleurs l'image est en portugais, mais l'objectif de créer une liste de priorités et une liste d'indicateurs que l'on puisse envoyer au procureur pour qu'il puisse savoir si les choses avancent au rythme auquel elles devraient avancer ou s'il y a du retard. Diapositive suivante. De nombreuses étapes, donc à cette méthode, je ne vais pas les suivre en détail, mais je vais me concentrer sur 2 d'entre elles, ou sur certaines d'entre elles. Une des premières étapes, c'est une exploration collective du problème et une cartographie des problèmes, un peu comme une cartographie des acteurs, comme le font de nombreuses organisations. Et il s'agit de rassembler les acteurs qui doivent participer à la discussion. Ceux qui sont influencés ou qui peuvent être influencés par les conséquences, ceux qui y sont liés directement, ceux qui sont impliqués dans le processus de façon constante ou de façon sporadique. Il y a aussi un marathon de recherche. Nous avons fait des recherches très poussées et en une journée, nous avons rassemblé une dizaine de personnes, des experts, des procureurs, des universitaires, pour échanger et se concentrer sur les différents sujets, apporter leur expertise pour mettre en commun les connaissances et l'expertise. Nous avons 4 questions directrices. Quelles sont les technologies sont disponibles pour suivre la qualité de l'eau? Pourquoi y a-t-il des retards et comment reprendre les travaux, etc. Il y a eu donc ensuite une révision théorique où on a passé en revue les travaux jusqu'à présent. On a donc parlé de suivi de la participation citoyenne, les technologies qui étaient employées, campagne de communication qui avait fonctionné par le passé, et nous avons mobilisé les acteurs et établi des dialogues entre les différents acteurs et les experts, les différentes organisations. Puis, nous sommes passés à une étape qui s'appelle le côté obscur. Cette étape du côté obscur est en fait la partie la plus importante du projet Boussola. Le projet se concentre sur la priorisation et le côté sombre, c'est une technique d'élaboration, une technique de design qui a été créée, qui fait appel à notre imagination pour
déterminer comment est-ce que les politiques publiques peuvent être mieux mises en œuvre et suivies. Donc, on a rassemblé des experts et on les a fait réfléchir. En fait, on leur a demandé comment être un mauvais manager, comment encourager la corruption, comment faire le pire travail possible. Et à partir des résultats, on vérifie si ces choses existent réellement dans les projets publics. Ensuite, on a classé les réponses on les a classées dans une matrice en se concentrant sur le coût, sur l'incidence. Quels étaient les facteurs qui avaient le plus grand impact et le plus grand coût pour un coût pour la société et pour le secteur public. Puis, un deuxième activité de côté sombre en se concentrant sur le suivi. Donc, comment peut-on observer ces problèmes? Comment peut-on les atténuer? Et donc, pour cela, on a classé les risques par sévérité, par gravité du problème et probabilité. On avait 150 possibilités et il a fallu les prioriser pour déterminer sur lesquelles nous nous concentrerions. Nous avions donc 54 indicateurs sur lesquels nous avons nous concentrer. On a en fait cherché à déterminer des indicateurs qui nous permettraient de nous concentrer sur plusieurs aspects à la fois. Diapositive suivante. Non, pardon, celle d'avant. On avait donc 54 indicateurs qui couvraient des sujets divers et variés. Je ne vais pas tous les lister. Et on a choisi 2 projets pilotes pour les tester, des projets différents. Un petit projet que ça en est moins de personnes et qui coûtait moins cher et qui était assez avancé. Et un autre projet qui était en phase préliminaire, plus cher, plus gros, pour pouvoir comparer l'efficacité des indicateurs dans ces différents projets. Diapositive suivante. Les résultats, donc. Nous avons donc établi cette liste d'indicateurs préliminaires au nombre de 54. Nous avons fait des demandes d'obtention de ces données parce que la plupart de ces données en fait appartiennent soit à l'État, soit aux entreprises. Et d'ailleurs, on attend encore de recevoir la plupart de ces données. On a par exemple demandé des données sur les aspects techniques et différents indicateurs. Ensuite, les résultats indirects. Nous avons publié un grand rapport sur l'identification des risques principaux de progression des travaux publics. Nous avons mobilisé différents acteurs, parties prenantes. Nous avons renforcé notre réseau, ce qui était très important. Nous avons identifié de nombreuses bonnes pratiques que nous avons pu partager avec nos partenaires. Et également un bon partage des méthodes de travail et de formation pour nos différents partenaires. Diapositive suivante. En conclusion, donc, ce projet qui est encore en cours de mise en œuvre nous a enseigné les choses suivantes. Le problème, alors déjà, on ne trouve pas il ne s'agit pas d'identifier les solutions, comment améliorer la qualité de l'eau, mais de comment suivre et comment l'observer.
Et donc, dans des cas similaires où il y a des besoins de suivi des travaux, il faut avoir des objectifs clairs. Et il est important d'avoir des organismes de suivi qui suivent les aspects, bien sûr, financiers, mais la pertinence et l'avancement des travaux publics. Et il doit y avoir une reddition de comptes. Encourager les entreprises qui obtiennent ces marchés publics à avoir recours aux meilleures pratiques, aux technologies les plus avancées, à s'impliquer dans ce mécanisme de reddition de comptes et de responsabilité. En termes de pratique de travail, nous nous sommes rendus compte de l'importance de l'intelligence collective, où nous avons rassemblé les acteurs de la société publique, du milieu universitaire, etc. Bien sûr, il y a une question d'emploi du temps et de calendrier. Si on dépend de données externes, il faut prendre en compte le fait qu'on peut attendre longtemps pour obtenir ces données et donc bien communiquer cela avec nos partenaires. Et enfin, l'importance du renforcement des réseaux. C'est une des forces que l'on a pour trouver des solutions aux problèmes qui font face à des défis budgétaires et de temps. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir de m'exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia, pour cette présentation. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions-réponses. Je commence donc rapidement avec une question du public. Nous sommes tous en temps de COVID et l'eau usée, traitée est une question importante. Je vais commencer avec Marine. Une question précise pour Marine sur comment pouvez-vous pousser ou quelle serait la possibilité lorsque les gens ont un peu d'appréhension? Ils ont peur de virus, même si nous savons que le virus n'est pas si fort, mais les gens peuvent craindre la gestion des résidus, des eaux usées, dans une période où les gens ont peur de virus. La COVID a vraiment développé ce sentiment de risque. Pensez-vous que c'est un avantage ou un désavantage? Parce que les gens ont également appris, n'est-ce pas, sur le virus de COVID. Marine, qu'en pensez-vous? Comment vendre demain en temps de COVID et la séparation et la gestion? J'espère que le temps de COVID terminera à un moment donné. La crainte des microbes, ce n'est pas quelque chose qui s'arrêtera si vite. Ce que je dirais plus généralement, c'est que je n'en ai pas parlé dans la présentation parce que c'était sur l'organisation par les risques, mais bien évidemment, c'est une question fort importante. La question des risques est un sujet que nous évoquons beaucoup. Et ma réponse à votre question serait que la séparation de sources et pour le traitement des excréments, pour les rendre sûrs au niveau sanitaire et en faire de l'engrais. Il y a différents traitements qui existent et qui sont intéressants seulement s'ils sont efficaces au niveau sanitaire. Donc, d'un côté, l'urine est stérile et n'a pas de microbes. Donc, les microbes sont concentrés dans les excréments et différents traitements peuvent être appliqués. Et la question, donc, est de savoir comment est-ce que c'est géré pour que ce soit sûr, pour qu'il y ait un sens de responsabilité. Maintenant, qui est responsable de cela? Le compostage est une solution, mais je ne vais pas rentrer dans des détails techniques ici.
La question est de la connaissance et des responsabilités, l'éducation, la responsabilité, et également quels sont donc les microbes et comment ces microbes sont traités par des solutions sèches. Et j'ajouterais que dans les égouts, c'est-à-dire des systèmes d'assainissement centraux, ce n'est pas si efficace pour les différents microbes que nous trouvons aujourd'hui dans les environnements aquatiques. Donc, même dans les villes où le système d'assainissement est efficace, où vous avez des systèmes centralisés, dans beaucoup de situations dans le monde, il n'y a pas de tel système d'assainissement centralisé. Et la séparation de sources est une solution qui va remplacer le manque de systèmes d'assainissement à des coûts moins élevés. Dans certaines situations, je n'ai pas le temps de développer davantage. Je reviendrai sur ce sujet et peut-être poser la question à Benjamin. Benjamin, vous avez dit que dans la réutilisation, le reuse, elle discute avec l'éducation, les gens peuvent l'accepter. Donc, encore une fois, nous avons vu que dans les temps de la COVID, même s'il y a beaucoup d'explications pour que les gens se fassent vacciner, certains sont contre parce ils craignent. Leur confiance dans la science est limitée. Alors, est-ce que la COVID est une opportunité pour développer la confiance dans la science ou est-ce qu'au contraire, c'est encore un défi? Qu'est-ce que vous pensez, Benjamin, sur la capacité des gens à faire confiance dans la science et d'être convaincus? C'est un vaste sujet. Alors, ma réponse, dans les cas sur lesquels j'ai travaillé, les gens ne savent pas d'où vient l'eau dans leur domicile pour irriguer leurs fruits et légumes. Si on n'en parle pas, les gens, ça leur importe peu quel type d'eau est utilisé pour leur irrigation et ça leur importe peu également d'où vient l'eau dans leur robinet, n'est-ce pas? Donc peut-être que des fois, nous communiquons de trop. Il faut être transparent, être sûr que vous n'avez rien à cacher. Mais dans certains cas, spécifiquement pour l'implication des citoyens et les réutilisations de l'eau usée, je pense que c'est avoir des espaces ouverts, mais ne pas trop sensibiliser les utilisateurs. Les agriculteurs, oui, parce qu'ils vont manipuler cette eau. Et dans ce cas, mon PhD, je l'ai rendu au début de la pandémie de la COVID et je dois dire que c'était une communication en partenariat, un centre de recherche avec les communautés, collectivités locales, les autorités locales, institutions environnementales et le fait de communiquer ensemble a beaucoup aidé à éviter d'avoir cette réaction viscérale sur la réutilisation, sur le reuse. Et avec les incertitudes ils posent la question à mes collègues avec un profil plus technique, ils posent la question, mais les grandes incertitudes sur l'impact sanitaire, et plus nous regardons, plus nous avons des incertitudes et plus nous créons, si vous voulez, la crainte de la part des citoyens. Et ce bon niveau de ce qui a été communiqué est une bonne question. Mais je ne pense pas qu'il y a un manque de confiance dans le monde scientifique lié à ce sujet, en particulier dans le cadre de l'atelier que j'ai organisé. Dernière question, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nilo, vous avez beaucoup travaillé sur les ressources en eau et les difficultés d'intégrer le coût et d'avoir un bon modèle business model ou un bon modèle économique, car Marine dirait que ce n'est pas du business, c'est un service public.
Et nous avons le même défi dans la réutilisation de l'eau et de la séparation. Comment est-ce que vous pouvez introduire, comment est-ce que vous pouvez avoir un plan économique qui est bon pour faire ressortir tous les aspects? La réutilisation de l'eau est difficile pour des raisons économiques. La séparation sera difficile également pour la même raison. Donc, quel est votre message final sur comment le faire? Je pense que vous avez tout à fait raison. Nous avons davantage travaillé sur les pressions de très grandes villes, sur la production de l'eau. Les grandes villes retirent beaucoup d'eau de l'environnement, des bassins versants avoisinants. Donc, il y a cette grande pression environnementale. Et de l'autre côté, il y a la production de l'eau traitée, l'eau usée traitée. Et le traitement de l'eau n'est pas autant disponible. Donc, il y a cet effort sur l'idée du recyclage, la réutilisation, production énergétique. En fait, aller dans l'idée de l'économie circulaire. Et je pense que c'est important de parcourir les aspects économiques et de voir comment et regarder les alternatives. Je n'ai pas l'idée des coûts, peut-être l'impact de facture de l'eau pourrait être élevé. Neil, nous essayons d'échanger davantage la prochaine fois sur les modèles économiques car nous trouvons que l'acceptation du public et l'économique est un défi. Je dois raccourcir maintenant parce que nous devons clore notre session, mais je voulais vous remercier et rappeler et vous donner l'expérience de voir un échange entre vous parce que vous avez beaucoup de sujets en commun, des situations différentes, mais traiter des choses qui sont assez semblables. L'acceptation des personnes, l'acceptation du modèle économique pour le rendre à une plus grande échelle. Et je pense qu'il était très intéressant d'entendre vos expériences. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps pour avoir davantage de discussions maintenant. Et je vais maintenant être obligée de clore. Merci de votre présence. 5 heures du matin pour le Brésil et avec les difficultés de la réunion virtuelle. Merci, merci beaucoup et j'espère vous voir tous dans le prochain congrès sur ces sujets et d'avoir des nouvelles sur sur lequel vous travaillez. C'est un secteur innovant et il y a beaucoup encore à faire. Donc, merci beaucoup et au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les orateurs et à Mme Darras. Merci aux participants pour votre attention et votre intérêt. Restez en ligne car nous avons 3 sessions parallèles de plus qui vont démarrer à 11 heures pour discuter de la deuxième partie de la nouvelle culture de l'eau, MetroCare, les défis et les deuxièmes parties, les initiatives innovantes. Merci beaucoup.
already exist. Now more than ever, we need industrial players to accelerate their deployment. But other problems remain to be solved. We must do all we can to invent the solutions of tomorrow. We must go beyond transition. There is no time left for gradually changing our methods. To reconcile the environment and human development, we must make decisive, difficult and structuring choices. That is why Veolia aspires to a larger, higher, more challenging ambition: ecological transformation. Ecological transformation means genuinely adapting our patterns of production and consumption. It means placing ecology at the heart of every process, every assessment, every decision. It means developing radical, meaningful solutions to meet humanity's existential challenges. Decarbonizing industry to combat climate warming, promoting the circular economy to combat resource depletion, decontaminating the air, water and soil, protecting biodiversity, and creating a more resource-efficient agriculture. None of this would be possible without the coordinated action of all our stakeholders, our 180,000 employees, of course, but also our customers, our shareholders, our partners, and wider society as a whole. We're committed to delivering a multifaceted performance and convinced that economic, social, and environmental concerns must form an indivisible whole. Decontaminating, sanitizing, purifying, recycling, recovering, conserving, and facilitating access to resources, Veolia has always worked to create solutions capable of building a better, more sustainable future for all. Today, we want to become the benchmark company for ecological transformation. Our ambition is huge, but so is our determination. Ecological transformation, that is our purpose.